Bonsoir à tous, bonsoir Dahoud Qabliya. Bonsoir. Vous êtes Moudjahed durant la guerre de libération, plusieurs fois Wali, ministre chargé des collectivités locales, ministre de l'Intérieur, et vous êtes surtout là en tant que président de l'association Les Anciens du MALG, le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales. Au moment, Monsieur Qabliya, où l'Algérie célèbre le 1er novembre, question simple et directe, que signifie pour vous le 1er novembre 54? Bien, le 1er novembre 54 signifie pour moi la consécration d'une idée de résistance et d'aspiration à la liberté qui est restée toujours vivante dans la mémoire et dans l'esprit des Algériens depuis l'occupation. Et en particulier, 1er novembre, c'est la consécration des efforts politiques qui ont été tentés depuis les années 20, avec la création de l'étoile nord-africaine, avec le développement de l'idée politique de libération. Messali a été le promoteur de cette révolution théorique, en fait, parce que le mouvement national a connu des moments assez positifs, mais avec la fraude, l'adversaire français a compris que les idées de nationalisme étaient dangereuses pour sa sécurité, et pour son maintien. Et elle a commencé à tricher au niveau des élections, etc., pour essayer d'atténuer cette tendance à vouloir être libre. Et c'est précisément là qu'interviennent la jeune génération post-Deuxième Guerre mondiale qui a, après les événements de Sétif, voulu aller beaucoup plus vite et formaliser cette notion de liberté et cette notion de combat pour la liberté. C'est intéressant que vous parliez de Messali Hadj Dahoud Qabliya. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas eu assez de reconnaissance pour Messali Hadj, surtout après l'indépendance du pays? C'est peut-être un peu le lien avec Abdelhafid Boussouf, chef du MALG, qui n'était pas très connu après l'indépendance et jusqu'à sa mort en 1980. Oui. Bon, Messali, effectivement, il a deux visages. Il a un visage d'homme dynamique, d'homme ambitieux, d'homme courageux pour à l'époque, parler d'indépendance, parler de dignité, parler de justice, parler de colonialisme, etc. Mais vers la fin, lorsqu'il a été débordé plus ou moins par la jeune génération qui l'a suivi et qui a refusé d'avoir un maître théorique, d'accord, mais pas un maître au point de vouloir tout monopoliser entre ses mains. Faire du combat pour l'indépendance un combat tout à fait personnel, à sa gloire. Et ça n'a pas marché parce que les militants étaient beaucoup plus... comprenaient un peu mieux les notions politiques, etc. Et c'est ce qui a fait que... Et lui, de désespoir, il s'est engagé dans une autre voie en soutenant le MNA, en soutenant certaines... Et ça, c'est un peu regrettable. Mais il faut reconnaître que c'est le père du nationalisme algérien. Ça, les Algériens le savent presque tous. Alors revenons à votre livre qui fait référence un peu dans la littérature algérienne concernant le MALG et Abdelhafid Boussouf. Votre livre qui est sorti en 2021, Boussouf et le MALG, vous continuez à en faire la promotion. Rupture de stock, je pense que votre livre continue à être très demandé. Je pense que vous songez à une réédition aux éditions. La première question qui revient à l'esprit des Algériens, même ceux qui suivent la guerre de libération, c'est qui était Abdelhafid Boussouf et quel rôle a-t-il joué dans la guerre d'indépendance? Bon, Abdelhafid Boussouf n'est pas un produit de la guerre d'indépendance. Abdelhafid Boussouf fait partie de la jeune génération de militants engagés, ambitieux, qui ont transformé cette idée
d'indépendance en objectif opérationnel, d'en faire une action de libération, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Il y avait, au sein du MTLD d'ailleurs, ils étaient partagés entre ceux qui voulaient la continuité et le combat, un peu, disons, politique, civilisé, et ceux également qui avaient d'autres positions. Il y avait ceux qui étaient partisans de la présence française, notamment les élus qui avaient été cooptés, etc. Et puis il y avait aussi cette tendance qui s'est dessinée, encouragée par Messali justement, pour créer un courant concurrent, parallèle, mais qui s'est avéré par la suite extrêmement préjudiciable au combat lui-même pour l'indépendance. Est-ce que c'était si difficile pour ça, Dahoud Qabliya, d'écrire un livre sur le Malg et sur Boussouf, car il faut le reconnaître que pendant longtemps, c'était un tabou d'aborder ne serait-ce que l'existence ou le fonctionnement du Malg. Avez-vous, d'une certaine manière, fait sauter ce tabou? Je n'étais pas le seul. Les premiers militants du Malg qui ont créé cette organisation avaient bien en tête que l'affaire serait difficile. Il y avait de tout dans cette association. Il y avait ceux qui sont de purs techniciens, comme les agents de transmission, etc. Mais au niveau du service de renseignement, c'était une équipe beaucoup plus politisée, qui connaissait bien les problèmes politiques et qui savait qu'il y avait une injustice vis-à-vis de Boussouf, qui a été le moteur de la révolution, le moteur de la lutte d'indépendance. Pourquoi une injustice vis-à-vis de Boussouf? Vis-à-vis de Boussouf, je parle parce que d'abord, le régime, ceux qui n'ont pas participé de manière directe et effective à la lutte de libération, je pense à Ben Bella, je pense à Boumediene, bien que Boumediene ait eu un parcours militant tout à fait convenable, cela voulait s'appuyer beaucoup plus sur la notion de résistance populaire que l'indépendance a été obtenue par le sacrifice du peuple, sacrifice d'un peuple qui a montré une résilience et qui n'a pas baissé les bras face à une terreur, face à de l'administration coloniale. Là, on sait ce que l'armée a fait, toutes les pressions, tous les assassinats, tous les emprisonnements, tous les centres de regroupement, le fait de vider des villages entiers, de les détruire pour couper la haleine de son peuple, comme si on enlevait de l'eau aux poissons pour le faire périr. Donc tout cela, c'était un courant que rien ne pouvait arrêter et que rien ne pouvait entraver ni atténuer. Donc c'était un peu la notion de ceux qui ont pris le pouvoir au lendemain de l'indépendance. C'était d'oublier le travail des hommes, le travail des responsables politiques, et en particulier de ceux qui constituaient l'élite et qui étaient l'élite politique, c'était les membres du GPRA. Ils ont tous été plus ou moins blacklistés. Aucun d'ailleurs des membres du GPRA n'a pu survivre politiquement après l'indépendance. Comment on l'explique ça? Parce que dès l'indépendance, c'est une querelle d'ego. C'était la querelle qui avait décimé toute la direction. Sans compter que il n'était pas sur la même. Bon, le GPRA qui avait négocié et conclu les accords était parti sur une ligne où il y avait une démocratie réelle, où il y avait, parce que au moment des premières discussions, Français et Algériens, c'est-à-dire les membres du GPRA, étaient d'accord qu'il resterait environ en Algérie un nombre supportable de Français qui était estimé à 300 000 personnes environ.
Donc les colons allaient disparaître. Au lieu des 1 million qui étaient déjà au lieu en de Algérie. 1 million qui étaient là-bas. Donc on tablait sur 300 000. Et ces 300 000-là, du jour au lendemain, au moment de la préparation du congrès, les idées extrémistes sont venues qu'il y aura la nationalisation des terres, que les Français auront 3 années pour opter, qu'il n'y aura pas de parti politique, qu'il n'y aura qu'un parti unique. Alors imaginez s'il y a des 300 000 Français qui restent, cela veut dire qu'il y aura des partis, plusieurs partis pour la minorité française, pour la communauté française, comme il y aura d'autres partis qui auraient pu succéder aux partis antérieurs, tels des UDMA, etc., voilà. Parti communiste. Est-ce que vous insinuez d'une certaine manière que Abdelhafid Boussouf, aussi en tant qu'ancien membre du GPRA, n'était pas d'accord avec la tournure politique prise après 1962 ? D'ailleurs, il a cessé, il nous a fait comprendre, et à un groupe restreint, il nous a expliqué qu'il ne pouvait plus continuer. Il a participé à un gouvernement qui a signé des accords. Ces accords ne seront pas respectés. D'ailleurs, c'est un faux procès qui leur a été fait. En matière notamment aux négociations, le seul grief, vous avez tout cédé à la France, notamment sur le plan du pétrole. Vous avez cédé. Mais au niveau du pétrole, si on revient au problème des négociations, il faut dire qu'on est parti de loin. On venait à peine quelques 10 mois auparavant, c'est en septembre 61, que De Gaulle a reconnu que le Sahara fait partie intégrante de l'Algérie. Et pourquoi il a dit cela ? Parce que lui, il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que De Gaulle, quand il a pris le pouvoir, il avait confié à un de ses amis, Terre-Noire, Louis Terre-Noire, il lui a dit « l'Algérie est fichue pour la France ». L'Algérie est fichue, et ça, c'est l'erreur de la 4e République qui n'a pas voulu entendre raison et accepter au moment opportun, c'est-à-dire dès le départ, des concessions qui auraient pu arrêter le développement de l'action de revendication militaire de l'ALN. Ceci d'une part. D'autre part, il a dit... donc, on revient sur on sait ce que va être le pouvoir avec l'équipe Ben Bella Boumediene. L'équipe Ben Bella Boumediene, c'est le pouvoir personnel, c'est le pouvoir centralisé, c'est le parti unique, c'est la fin des syndicats, la fin de toute forme d'opposition ou d'organisation à caractère démocratique. Donc cela... Il nous a écrit une lettre, d'ailleurs, rédigée à tous les membres du MALG. Nous avons un exemplaire, j'aurais pu le ramener avec moi. Mais il a dit, voilà, moi, je me retire, je ne me sens plus en mesure de travailler avec ce mouvement. Et il n'était pas le seul. En quelle année il a écrit cette lettre ? En 80... la veille du cessez-le-feu, disons en avril ou peut-être en mai 62, au moment du cessez-le-feu. Mais il nous a demandé, vous êtes des patriotes, personne ne peut parler de votre passé, de votre soutien à la révolution, de votre engagement, etc., mais continuez à travailler quel que soit le responsable. Pensez travailler pour le pays et pour le peuple algérien, pas pour une personne. Est-ce qu'on peut dire, Dahoult Qablia, sous votre contrôle, que Abdelhafid Boussouf était un opposant sans pouvoir faire d'opposition ? Tout à fait. Il n'a pas voulu faire d'opposition parce que beaucoup de ses camarades ont fait de l'opposition. Boudiaf a créé un parti. Et ça a fini mal pour beaucoup d'entre eux. Ça a fini mal comme pour Karim beaucoup Belkacem, d'entre eux. Lui, il a dit, moi, je me retire, un point, c'est tout. Et puis, laissons-les faire, laissons-les essayer. D'ailleurs, je dois dire que, et ça je le dirai dans une de vos questions, par rapport à Boumediene, il y en avait voulu à l'époque, mais par la suite, en 1965, quand il a supprimé le régime de Ben Bella,
il a fait une déclaration télévisée que tout le monde connaît, où il le soutient, où il dit que je le connais, il est capable de faire des ouvertures convenables, etc. C'était un soutien à Ben Bella après le coup d'État. Non, c'était un soutien à Boumediene après le coup d'État du 19 juin. Oui, mais c'est un soutien qui ne s'est pas caractérisé concrètement. Qui ne s'est pas caractérisé parce qu'il n'a pas voulu s'engager. On prête des intentions à Boumediene qu'il voulait le récupérer, etc. Mais il n'a jamais osé le faire parce qu'il savait qu'il allait recevoir un refus de sa part. En fait, est-ce que la question mérite d'être posée? Est-ce que Ouali Boumediene s'est toujours méfié de Boussouf? En fait, Boumediene était la création de Boussouf. Je reviens aux origines. Lorsque Boumediene est arrivé dans le bateau Athos, c'est bien l'Athos qui est... Le Dina, quand il est arrivé à Tétouan, il était porteur d'une lettre de Ben Bella à Boudiaf. Il dit, voilà un jeune cadre qui a été formé militairement, un homme politique convenable, etc., un grand militant. Voilà, je te demande de l'adjoindre à ton équipe, il va te donner un bon coup de main. Boudiaf, qu'est-ce qu'il dit à Boussouf? Il lui dit, ça m'a été envoyé par Ben Bella, c'est pour m'espionner. Donc je n'en veux pas. Et Boussouf, il lui a dit, moi je le prends. C'est comme ça que Boussouf a pris Boumediene avec lui. Il a même donné le privilège de le nommer comme étant son second, alors qu'il y avait d'autres responsables de la Wilaya 5 qui étaient plus anciens que lui, qui méritaient probablement cette place de second. Je pense à un commandant dont j'ai oublié le nom, de la zone 1, et je pense surtout à l'autre fille. Qui était déjà responsable de la zone 8 du Sahara. Donc voilà un peu l'histoire entre Boumediene et Boussouf. Donc Boumediene lui a confié pratiquement quand il lui a confié le commandement de la Wilaya 5, lorsqu'il a été nommé au GPRA, il lui a confié tout le commandement, mais il a retenu pour lui le service de renseignement, le service de liaison et le service de communication. Pourquoi? Parce qu'il songeait à en faire son ministère. Et en se réservant cela, il a pris également les cadres qui géraient ces services. Ces cadres-là, c'est lui qui les a formés. Il a créé une école de formation pour les cadres supérieurs, les commissaires politiques. Il avait créé un centre de formation pour les femmes également qui ont été envoyées à l'intérieur en tant que contrôleuses. Leur mission était surtout de vérifier le nouveau paysage social né de la Révolution. Voilà des militants, des moudjahidines qui entrent dans des domiciles chez des femmes où le mari n'était pas là, il était soit au maquis, soit en prison, soit ailleurs. Et il fallait vérifier si les choses allaient de manière morale convenable. C'était ça leur objectif. Et en même temps, elles faisaient de la politique, elles initiaient les femmes, etc. Ça, et des femmes, il y en a 2 ou 3 encore qui sont vivantes et qui ont écrit, qui ont témoigné de leur rôle dans cette histoire. Il a créé également, c'est lui qui a créé l'école des transmissions. Il a tenu à conserver la tutelle sur les transmissions, toujours en précisant je les mets à votre service. J'en assure la tutelle parce que je les prends en charge administrativement au niveau de mon ministère, mais ils sont là au service de la wilaya comme des autres wilayas. Par la suite, quand il y a eu unification du commandement à l'intérieur de la wilaya, les cadres du Malg avaient une dimension nationale, c'était plus une dimension régionale. Donc, c'est peut-être ça qui est resté un peu dans son esprit, le fait qu'il a dit voilà, il
il a diminué mes prérogatives en tant que chef de wilaya, etc. C'est ça la question qui se pose aussi d'Aoud Qabliya, c'est l'aspect totalement secret du personnage de Abdelhafid Boussouf, qui est resté même secret jusqu'à sa mort. Oui. Ça veut dire qu'on ne sait pas aussi ce qu'a fait Abdelhafid Boussouf entre 1962 et 1980. On sait qu'il n'a pas fait de politique. Qu'a-t-il fait alors? Ben, il a gardé le contact avec ses cadres du Malk. Il avait un contact direct, pas politique, mais un contact. Beaucoup de gens avaient besoin de lui, il les aidait, il les a fait soigner, il les a, etc., acceptés. On dit que Houari Boumediene, alors président, qui surveillait ses moindres faits et gestes, avait même songé une fois à le nommer PDG de la SNTF pour être tranquille. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Enfin, il ne l'a pas déclaré officiellement. Il a dû peut-être le tâter, mais ça ne marchait pas, parce que l'autre était... Il avait vu l'exemple d'Ahleb, l'exemple de certains qui ont été utilisés comme directeurs de ceci, directeurs... Qui ont eu des postes. Ils ont eu des postes, mais c'était des postes tout à fait secondaires. Et surtout, il n'avait plus le contact avec Boumediene. Le contact était rompu. Le contact était rompu. Bon, je te nomme, c'est-à-dire, ça y est, je t'ai placé, fous-moi la paix. N'essaye pas de faire de la politique. C'était, en fait, pour Boussouf, c'était en quelque sorte ça. C'est un peu grâce à moi que tu as cette légitimité et maintenant je te laisse tranquille. Non, pas du tout. Et il a dit, ça, tu fais totalement, Rabbi sahel lak, Inch'Allah, on verra ça. Je reprends l'histoire, par exemple, du pétrole. Voilà une chose que je tiens à rappeler parce que beaucoup de gens ne... Alors, parmi le vote négatif au niveau du Congrès pour l'adoption, pour la confirmation ou la validation des accords d'Évian, sur les 73 délégués qui représentaient le CNRA, il y a eu 4 voix contre. C'était les voix de Boumediene, Qaïd Ahmed, et un troisième, je pense que c'est Taïb El-Arbi, plus un commandant inconnu de la Wilaya 5, le commandant Nasser. Donc la majorité avait voté. Oui, la majorité, 71 ou 72% avaient été pour. Et quelle était la raison principale? Vous avez cédé sur le pétrole. Or, le pétrole a été une création française, une invention française, une organisation française. Et au cours des négociations d'Évian, ils ont insisté sur 2 points. Il y avait 2 sociétés sur toutes les sociétés, 2 sociétés principales qui étaient exploitantes au Sahara. C'était la Compagnie française des pétroles, une société à capitaux français à 100%, et une société à capitaux du gouvernement général algérien, à capitaux algériens, c'était la SN Repal. Donc, le GPRA avait demandé, exigé que ces 2 sociétés, CFPA et SN Repal, reviennent à l'État algérien, ce qui a été accepté. Mais les autres, il y en avait une trentaine ou une quarantaine qui exploitaient, étaient restés maîtresses de leur action et de leur capital et de leurs activités. Alors, lui qui demandait que ces sociétés-là soient nationalisées au moment de la signature des accords, Boumediene a attendu jusqu'en 1973 pour qu'il les nationalise à 50%. Donc, ce qu'il exigeait du GPRA à titre immédiat, il a mis, lui, 10 ans ou 11 ans pour les nationaliser à 50%. Donc, on voit un peu le décalage. Est-ce que vous considérez, comme Abdelhafid Boussouf d'ailleurs, pour répondre à la question du pétrole, d'Aoud Qabliya, que les accords d'Évian n'ont pas été respectés et que c'était une erreur? Est-ce que c'est ce que pensait, par exemple, Boussouf? Il n'y a pas que le dossier du pétrole. Les nationalisations des terres sont intervenues très rapidement, 63, etc. Bon, il s'agissait d'une limitation. Il s'agissait d'un rachat.
mais pas d'une nationalisation pure et simple. Voilà, c'était la méthode rationnelle qui était suivie par le GPRA, parce que pour le GPRA, l'indépendance ne se construit pas en une journée, elle se construit dans le temps, en prenant au fur et à mesure les intérêts qui doivent revenir à l'Algérie, à l'État algérien. Donc sur ce point, ma position a été toujours de considérer que le GPRA a fait quelque chose d'extraordinaire. Et quelque chose, c'est la création du GPRA qui a été d'ailleurs reconnue par 34 pays, dont 2 pays non musulmans et non arabes, qui étaient la Chine et la Yougoslavie, puis plus tard, de manière informelle, par l'Union soviétique, lorsque Khrouchtchev a reçu Karim Belkacem, président de la délégation algérienne à l'ONU, etc. Tout ça, ça fait que le GPRA était une institution politique. C'était la naissance ou la renaissance de l'État algérien, et c'était un grand moment de l'histoire. Et là, je dois dire, personnellement, que j'étais choqué, énormément surpris et choqué de voir que le 19 septembre dernier, pas une seule parole n'a été dite pour célébrer l'anniversaire de la constitution du GPRA. Vous avez vu quelque chose, vous? Rien. Moi, j'étais malade, j'étais fatigué, je n'y avais pas pensé. Puis après, le lendemain ou le surlendemain, je me suis dit, tiens, le 19 septembre est passé, il n'y a rien. Est-ce que vous pensez que la mémoire un peu du GPRA commence à tomber dans l'oubli dans l'Algérie d'aujourd'hui? Non, pas seulement la mémoire du GPRA, mais la mémoire du MALG aussi. Avant-hier, il y a eu la journée de la célébration de la radio nationale, oui. De la télévision nationale. Oui. Le MALG n'a pas été invité. Pourtant, celui qui a monté le drapeau, qui a descendu le drapeau français pour le monter, le drapeau algérien était un jeune du MALG des transmissions. Celui qui a mis en marche comment on appelle ça? Les machines de la télévision. Oui, pour les émetteurs. C'est l'Arossi, on l'appelle du nom de guerre de l'Arossi, celui qui était responsable de la radio nationale. Une radio d'ailleurs où j'ai travaillé, où j'ai été délégué pendant 15 jours au moment pour diriger les émissions françaises de la radio, Saout el-Jazair, Mqalb el-Jazair, avec Saoudi, Issam Saoudi, avec également de grands reporters qui ont travaillé par la suite dans la télévision et la radio algérienne. Dahoud Rablia, comment est-ce que Abdelhafid Boussouf a vu l'évolution et la transformation du MALG après l'indépendance, notamment à travers les nouveaux services de renseignement algériens et la sécurité militaire? Est-ce qu'il était satisfait de cette évolution ou est-ce qu'il a préféré garder le silence? Non, là, il y a un distinguo à faire. C'est la nature des missions. La nature de la mission des services de renseignement algériens durant l'indépendance, c'était de s'informer sur l'ennemi, sur ses capacités militaires, sur sa stratégie militaire, sur ses capacités politiques, sur ses alliances politiques nationales et internationales. Après l'indépendance, c'est différent. C'est les mêmes hommes d'ailleurs qui étaient à la tête des services pendant la lutte de libération qui ont pris la suite, compte tenu de leurs compétences et de leur expérience. Qasdi Merbah, c'est lui qui a organisé et structuré le DRS, la sécurité militaire d'abord, qui est devenue DRS par la suite. Bon, mais après l'indépendance, les orientations qui ont été données à Qasdi Merbah, c'était de sécuriser l'État algérien nouveau, et c'était également de prévenir toutes les dissensions internes, etc., qui viseraient à toucher le système ou les dirigeants de ce système. Donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais ils ont travaillé avec la même loyauté,
avec la même compétence et avec les mêmes résultats positifs qui a protégé le pays. Et Boussouf était satisfait de l'évolution? Oui, il avait toujours des relations très suivies avec Merbah, avec Yazid, avec Yazid Zarhouni, avec Farhat Zarhouni, etc. Donc, mais les grands patrons de DRS, du MALG, du service d'enseignement, ils n'ont pas participé. Khaladi, qui était directeur de la DDR, n'a pas été Alain Bessaïa, qui était patron également de la DDR, directeur adjoint, Barouane Safar, qui était directeur du contre-enseignement, Maaoui Abdelaziz, qui était directeur adjoint. Et qui est devenu ambassadeur et ministre par la suite. Qui est devenu ambassadeur. Bon, tout cela, c'était des hommes compétents, tous étaient devenus des hautes personnalités, mais sans pouvoir politique. Donc, ceux-là n'ont pas participé. Nous-mêmes, nous, on était une quinzaine de mascaras. Il n'y en a pas eu un seul qui... Comment vous expliquez, Dahoud Qabliya, que la sécurité militaire, après l'indépendance, n'a pas gardé les cadres supérieurs d'avant? Parce que beaucoup considéraient qu'ils étaient devenus des agents de renseignement par nécessité, mais pas par conviction. Moi, j'ai fait un travail de renseignement extraordinaire, notamment au niveau de l'analyse, etc., mais je ne me sentais pas dans la peau d'un agent du DRS qui va espionner, qui va faire ceci, qui va écouter ses camarades, qui va faire des rapports sur ses camarades. Ça, je ne pouvais pas. Et est-ce que cela conforte cette idée reçue ou pas, Dahoud Qabliya, que le MALG, en fait, était un État dans l'État et que ça pouvait même déranger à l'époque, avant même l'indépendance du pays? C'est sûr. Bon, et le fait que Boussouf tenait des services qui étaient vitaux pour gérer le renseignement, gérer l'acquisition des armes et les ramener vers le pays, gérer les communications et les transmissions, c'était quelque chose de très lourd. Et d'ailleurs, comme il partageait à peu près les mêmes objectifs avec deux autres ministères qui est tenu par Karim Belkacem, qui est le ministère de la Défense nationale, et Ben Toubal qui gérait l'intérieur. Donc, c'est ça qui a créé le trio des 3B. Ils avaient des choses en commun et ils ont joué un rôle extrêmement important. Bon, c'est bien aussi ce trio qui est accusé d'avoir tué Abdel Ramdan. Probablement. Bon, il a été accusé, mais ça, c'est une autre affaire. C'est très difficile de percer les vraies raisons de ce. Chacun a ses trucs. Bon, mais on considérait que c'est. Personnellement, je considère que c'est une perte. La manière dont il est mort n'était pas quelque chose d'honnête et de. Il aurait pu. Vous parlez de Abdel Ramdan. Il aurait pu soit l'écarter, Mais à l'époque, l'écartement était quelque chose d'inévitable parce que l'homme également était assez réactif, assez violent, et les choses auraient pu tourner autrement. Moi, je me rappelle d'une chose, c'est de la déclaration d'Aït Ahmed. Et qu'en parlant de l'affaire de ce qui s'est produit, il a dit heureusement que nous sommes en prison, parce que si nous étions été restés en Algérie, les problèmes peut-être seraient aggravés dans la lutte pour le pouvoir. Est-ce que les dissensions avaient déjà commencé à l'époque entre d'une part Abdel Ramdan et d'autre part notamment Karim Belkacem, Ben Toubal et Boussouf? C'est surtout avec Karim Belkacem que les choses ont... Son contentieux avec Karim Belkacem a commencé au moment où ils étaient déjà tous les deux en poste à Alger et tous les deux membres du CCE, les 5 du CCE. Il y avait eu des problèmes que les acteurs et les témoins acteurs racontent.
Moi, je n'ai pas vécu cette période, donc je n'en parle pas assez. Et quand je veux parler de ces choses-là, c'est avec beaucoup de retenue, beaucoup de réserve que j'essaye d'expliquer les visions différentes de chaque parti. Effectivement, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Abben voulait un pouvoir complètement centré sur le politique et sur l'intérieur, qui domine l'extérieur, y compris en traitant les pères du 1er novembre. On a dit, vous êtes des agents du FLN à l'étranger, contentez-vous de faire dans son courrier, il a exprimé beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à entendre de la part d'un grand responsable vis-à-vis de ses propres collègues. Donc c'est des choses, vous savez, la nature humaine est faite de beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas et qui ressortent, si vous voulez, de l'inconscient ou du subconscient de chaque personne vis-à-vis de sa vision de l'avenir. Abben avait également l'avantage de voir loin, de prévoir un certain nombre de choses, mais sous sa domination exclusive. Donc c'est un peu ça qui a fait que ça n'a pas marché entre eux. Mais je dis encore une fois que sa mort est quand même regrettable. Un héros national ne doit pas mourir. Mais ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les révolutions. En fait, lorsqu'on lit votre livre Boussouf et le Malg, on conclut qu'Abdelhamid Boussouf était quand même un démocrate qui n'était pas d'accord, je termine, avec les orientations prises par Boumedienne. Ma question d'Ahouad Qablia, puisqu'il est mort après Boumedienne, était-il satisfait des orientations prises par Chadli Ben Jdid dès 1979 ? Je ne crois pas qu'il soit totalement satisfait parce qu'il ne pensait pas que Chadli avait une stature extrêmement importante au point d'orienter ou de donner une vision politique claire et planifiée de ce que doit faire un chef d'État. C'était l'avis de Boussouf sur Chadli? Je pense. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, je le rencontrais souvent. Quand il venait à Alger, quand j'étais wali d'Alger, on se voyait fréquemment. Vous aviez le droit de le rencontrer ou... Tout à fait. Je n'étais plus son cadre, j'étais son ami. D'ailleurs, ça pouvait gêner à l'époque que même en tant que wali, vous rencontriez Boussouf? J'avais le courage de le faire et de le dire et personne ne me l'a reproché. Personne ne me l'a reproché parce que je me suis senti tout à fait libre. C'était mon ancien responsable, je le respectais et je ne traitais pas de politique avec lui. Je ne le poussais pas à l'opposition, il ne me poussait pas à l'opposition. Donc on était, si vous voulez, dans une équation tout à fait claire, visible et qui ne gênerait personne. Alors, Dahoud Qablia, à l'indépendance, de nombreux anciens du Malg ont pris les leviers de l'administration, vous en faites partie, de la sécurité, de la diplomatie, de l'administration publique et locale. Était-ce un projet réfléchi ou une appropriation du pouvoir par le réseau, comme le disent certains? Ce n'est pas une appropriation du pouvoir. Le pouvoir les a utilisés à son profit. Et ils en étaient conscients. C'est à partir de Chadli que des cadres du Malg ont pu obtenir des postes ministériels. Donc c'est un peu grâce à Chadli aussi. Chadli était plus sage, disons. Ça veut dire que c'est une manière de dire que Houari Boumedienne n'aimait pas le Malg et n'aimait pas les membres du Malg. Il les craignait. Ils s'en méfiaient. Ils s'en méfiaient. Non, c'est pas qu'il les détestait parce qu'on était tous des amis de Boumedienne. Boumedienne était notre colonel aussi. Moi, j'étais très lié à Boumedienne. Quand je l'appelais au téléphone pour lui dire, voilà, j'ai tel problème en tant que wali, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, c'est pas à toi que je vais dire ce que tu dois faire. Vous aviez le même âge, je pense, non? Oui, il me dépasse d'une année. Ouais. Donc il me dit, Sarraf.
Elle est pour toi, sarraf. Ne me demande jamais, pose jamais cette question. Donc, et puis quand on était dans les réceptions ou quand il faisait ses visites dans les wilayas où je me trouvais, à Tlemcen ou à Oran, etc., c'était également, je passais des tête-à-tête avec lui la nuit quand tous les autres partaient pendant des heures et des heures pour discuter. Est-ce qu'un wali à l'époque avait plus de pouvoir qu'un wali aujourd'hui? Absolument. Tout à fait. Vous aviez carte blanche sur on avait les affaires carte à blanche gérer. et on avait une autorité sur la police et sur la gendarmerie. La police, le commissaire, c'est nous qui l'installions. Le commandant de gendarmerie, de la même manière, il venait se présenter, etc. Donc, c'était quelque chose de différent. Il nous envoyait obligatoirement des rapports hebdomadaires et mensuels, et en plus des notes quotidiennes, quoi. Donc on peut dire que les membres du MALG ont commencé vraiment à apparaître sur la scène politique nationale qu'après la mort de Houari Boumediene. Et ça a commencé notamment par des postes ministériels. Oui. Dans quel type d'administration c'était à l'époque? Eh ben, en particulier au niveau des wilayats. C'est avec Chedli qu'il y a eu 7 à 8 walis originaires du Malg. Au départ, nous étions 2 ou 3. Est-ce que c'était une forme de reconnaissance? Tout à fait. Une reconnaissance qui n'existait pas avant? Pas du temps de Ben Bella. Ni Ben Bella ni Boumediene. Moi, j'étais wali de Tiaret avec Ben Bella. Et un jour, un de ses adjoints, qui est originaire de Tiaret, Ben Haj Ben Allah, qui était de Tiaret et qui venait souvent lorsqu'il venait à Tiaret passer chez moi à la wilaya, il m'a dit un jour, voilà, il ne me connaissait pas, il m'a dit, il y a Ben Bella qui souhaite te limoger ou te changer ou t'enlever parce que il considère que tu es un homme de Medagri. Et moi, je ne te connaissais pas, mais maintenant, quand j'ai vu ce que pense de toi la population, je t'ai défendu, je lui ai interdit de te toucher. Voilà ce que m'a dit Haj Ben Allah. Qui est devenu par la suite wali, puis ministre de l'Intérieur. Non, je parle de Ben Allah, Haj Ben Allah. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Très bien. Et est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, Ben Bella voulait vous enlever? C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai que vous étiez proche d'Ahmed Medagri? C'est un camarade de lycée. Je l'ai connu en 1950. Nous avons fait parce qu'ils étaient originaires de Saïda. Il a fait le CEM à Saïda et les études secondaires se faisaient obligatoirement au lycée de Mascara. Donc j'ai fait avec lui les 3 années de secondaire. La seconde, la première et la terminale. Le fondateur de l'administration algérienne. Oui. Ahmed Medagri, qui également est mort dans des conditions troublantes. Enfin, troublantes pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'homme. Il a traversé une période extrêmement difficile sur le plan psychique et psychologique. Il s'est bien suicidé. D'après moi, il s'est bien suicidé. J'ai toutes les preuves pour dire qu'il s'est bien suicidé. Ahmed Medagri. Oui. Mais il était en conflit total avec... D'ailleurs, c'est curieux. Avec Boumediene. Avec Boumediene. Oui. Tous ceux qui ont soutenu Boumediene pendant cette période du cessez-le-feu et des premières années de l'indépendance ont fini par le quitter. Comme Qaïd Ahmed, comme Medagri, comme Sherif Belkacem. Il restait un seul qui était un diable, Bouteflika, qui jouait sur tous les tableaux. Il était avec Medagri d'un côté, il était avec Boumediene de l'autre côté, ou Taïb El Arbi, qui était un homme insignifiant politiquement, disons. Est-ce que c'est une manière de dire qu'à la fin de sa présidence, Houari Boumediene était un homme seul? Tout à fait, je le dis. Et il a laissé entendre qu'il allait évoluer, qu'il a pensé évoluer. Quand on discutait, il pensait réformer beaucoup de choses. Mais le poids
du soutien du public. Il a tellement crié aux choses les plus extrêmes que le public l'adorait. Et il était esclave de ce public. Vous parlez de popularité. De popularité. Il y avait une popularité, il ne pouvait pas changer car il craignait de perdre cette popularité. En parlant de popularité, notamment celle du Malg d'Ehoul Qabliya, vous savez très bien que c'est une association qui a beaucoup été critiquée, surtout après l'indépendance. Comment est-ce qu'on répond à ces critiques contre le Malg, contre le pouvoir supposé du Malg en Algérie? Bon, là aussi, il faut faire un distinguo assez net. Parce que Boussouf avait une double casquette. Boussouf était ministre. Avant d'être ministre, il était membre du CNRA, membre du CCE, puis ministre. Donc, il avait un pouvoir politique à côté de ses collègues, membres du CCE ou du GPRA. Donc, il avait un rôle à jouer en tant qu'homme politique pour tenir les équilibres politiques du pays. Mais en tant que Malg, le Malg est une structure d'exécution qui n'a pas de rôle politique. C'est une structure anonyme, clandestine. Ils n'ont jamais joué de rôle politique en faveur de qui que ce soit au moment de la Révolution et même après l'indépendance. Beaucoup ont travaillé avec Boumedienne, ont travaillé avec Ben Bella, tout en restant intérieurement neutres, sans engagement total. Bon, j'en connais 2 ou 3, d'ailleurs, qui sont considérés comme des traîtres par les agents du Malg, ceux qui ont joué la carte à fond de Ben Bella, ceux qui ont joué à fond la carte de Boumedienne. Boumedienne ne les écoutait pas trop. Mais Ben Bella les écoutait beaucoup. Et ça, c'est des gens qui sont pratiquement moralement exclus du Malg. Est-ce que pour les membres du Malg, le coup d'État du 19 juin était une erreur? Non. Non. C'était voulu et attendu? C'était attendu. Et moi, dans mes écrits, je parle de coup d'État, je ne parle pas de redressement national. C'est un mot inventé par Boumedienne, on est d'accord? Oui. Qui ne voulait pas reconnaître le terme coup d'État. Oui. Et pourquoi est-ce que pour vous ce coup d'État était une bonne chose? Était une bonne chose parce que d'abord il élimine une mauvaise chose. Il élimine Ben Bella qui était considéré par Boussouf comme un homme ambitieux, immature par certains côtés et vulgaire. On a beaucoup parlé de la relation entre Boussouf et Boumedienne, mais on n'a pas parlé de la relation entre Boussouf et Ben Bella. Et on comprend, d'après ce que vous dites... C'est Ben Bella qui est le premier à attaquer Boussouf. De quelle manière? Il a dit c'est la dérive autoritaire, c'est l'espionnage, c'est les assassinats, c'est les emprisonnements, etc., etc. Et cette histoire d'emprisonnement et d'autoritaire... Vous savez, dans toutes les révolutions, ceux qui sont chargés de la sécurité sont considérés comme étant responsables des dérives autoritaires. Mais c'est leur mission de protéger, de stabiliser, de défendre un système. Imaginez, moi j'ai vécu au Maroc, toute une population algérienne qui vivait au Maroc, il fallait la discipliner, il fallait l'organiser, il fallait empêcher qu'elle... Il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup d'espions là-bas. Il fallait qu'il soit sévère. Et si lui, il était à un certain niveau, ceux qui avaient la charge d'exécuter ses orientations en faisaient un peu plus. Et ça existe jusqu'à présent. Quand je discute avec un responsable supérieur de la sécurité intérieure, etc., c'est un homme posé, etc. Mais ces agents, à la base, ils se permettent beaucoup de choses qu'ils ne toléreraient pas éventuellement. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il ne le sait pas? Ça, c'est une autre histoire.
Est-ce que vous considérez que le Malg et que l'histoire du Malg n'est pas assez bien imprégnée et enseignée dans les jeunes générations? Est-ce que vous Pas en du avez tout. fait, Non, est-ce on que a vous en fait avez fait une mission en tant qu'association? absolument. Il fallait rendre hommage au travail des gens du Malg pour ce qu'ils ont fait, pour toutes les innovations qu'ils ont apportées, les innovations technologiques. Il ne faut pas oublier que Boussouf, c'est lui qui a initié la formation des agents de transmission, la formation des agents de renseignement, l'organisation des structures de transport et d'accueil des armes. C'est lui qui a construit les 5 usines d'armement au Maroc, ça les gens l'ignorent, même le Marocain l'ignorait, et où il y avait... il fabriquait, c'est une fabrication qui est montée en croissance. Ils ont commencé par le remplissage des grenades, puis des roquettes, puis la fabrication des mortiers, puis la fabrication des lance-roquettes. Puis beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine. Et moi, j'ai des photos avec des tonnes et des tonnes de tubes de lance-roquettes qui ont été utilisés aux frontières. En matière d'armement, aussi, le génie de Boussouf consiste, lorsque il a succédé à l'ancien ministre de l'Armement, l'ancien ministre, celui qui l'avait précédé à l'armement, le gars de TBSA, je me rappelle peu, j'essaie de retrouver son nom. Ancien colonel de la Wilaya 1. On va le retrouver, allez-y. D'accord. Celui-là, quand il était responsable des réseaux d'acquisition d'armes à l'extérieur, ils avaient des hommes qui parlaient au téléphone, qui s'envoyaient des lettres, qui recevaient des gens dans les cafés, dans les restaurants, etc. Ce qui fait que c'est par ces moyens-là que les services de renseignement français, qui étaient très très puissants, très organisés, bien informés, ont pu pénétrer toutes les filières, ont pu assassiner des marchands d'armes qui travaillaient avec nous, peut-être 7 ou 8 personnes, dont le fameux Georges Pouchert, qui était notre l'allemand du FLN. Fournisseur traditionnel et loyal jusqu'à sa mort. Celui-là, donc ces gens-là, Boussouf avait compris, quand il a remplacé ce ministre, qu'il fallait complètement changer de méthode et appliquer sa méthode à lui. Il est interdit d'envoyer un message. Il est interdit de parler au téléphone. Quand vous avez besoin de quelque chose, prend un avion et vient à Tunis prendre ses instructions. Il fallait... Et quand il a commencé, par exemple, vous savez que le trafic d'armes, les armes étaient achetées là-bas et arrivaient à la frontière au Maroc ou en Tunisie par la voie des maritimes, des bateaux. Donc, à son époque, ils avaient tellement infiltré les services de l'armement qu'ils ont arrêté au moins une dizaine de gros bateaux. Et de gros bateaux, j'ai là des documents officiels. Alors, ils ont, d'après les renseignements français, ils ont intercepté environ 1350 tonnes d'armement. Mais en y ajoutant 500 ou 600 tonnes qui sont le fait de bateaux, de 4 ou 5 bateaux qui ont été coulés en mer, cela referait à peu près 2000 tonnes. Mais l'Algérie a reçu 23 000 tonnes d'armement acquis par le Malg. Et comment il a fait? Il a tout simplement demandé à ce qu'il passe des contrats d'État. Il a fait lui-même les démarches pour aller dans les pays socialistes
et en Chine, obtenir des achats d'armes, des armes de qualité, parce que là, certains marchands d'armes étaient infiltrés par les services français du SDEC, et ils nous envoyaient dans une cargaison de 100 tonnes de munitions. Il y avait une centaine de munitions qui étaient trafiquées, qui explosaient au visage de nos Junud ou de nos... Ce qui fait que quand vous avez une quantité dans laquelle vous avez un peu de doute sur une centaine de trucs, c'est toute la quantité qui est éliminée. Bien sûr. Et également, il donnait le détail des bateaux et surtout qu'au niveau de ce ministère, il y avait son principal adjoint, Kouara, qui était responsable justement de ces réseaux à l'extérieur, qui travaillait avec les Français. Au moment où on l'a découvert, il s'est sauvé dans la voiture du ministre pour aller à la base de Bizerte, où il est entré en Algérie. Il a été assassiné 2 années plus tard. Il a été à Alger sur instruction du Malg. Donc voilà, quand il est allé, il a ramené sa propre équipe. Comme j'ai dit tout à l'heure, interdit de communiquer, interdit d'écrire, interdit de téléphoner. Et il a commencé à traiter avec la Yougoslavie, avec la Bulgarie, avec la Pologne, avec la Russie et avec la Chine pour acheter de l'armement. Et cet armement ne franchissait plus la Méditerranée occidentale. Il passait soit directement par la Caspienne, par la mer Noire, puis remontait vers l'Égypte, puis revenait par la route à travers la Libye, soit les 2 bateaux chinois sont passés par le cap de Bonne-Espérance. Il y en a un qui s'est arrêté en Guinée, où il a déposé de l'armement qui était utilisé pour le front sud, avant d'arriver à Casablanca. Et là, on a reçu des quantités extraordinaires d'armes. D'ailleurs, j'ai un rapport ici qui dit: le 2e bureau français estime, à la veille du cessez-le-feu, les moyens militaires de l'ALN comme suit: 8 canons 105 sans recul, 120 canons de 75 sans recul, 20 à 40 mortiers de 120 et 106, 8 à 12 obusiers de 122 tractés, 9 à 12 canons de 85, 40 canons de 57, 6 canons de 75, 20 canons de 20 flaques, 70 mitrailleuses DCA, 500 mortiers légers, 250 lance-roquettes, 1200 mitrailleuses OFM, 15 000 PM ou fusils de guerre, 60 postes radio de type ANGR C9 et 150 postes ANPR P10. Alors l'ANGR C9, pour vous expliquer ça, c'est un matériel produit pour les forces de l'OTAN en Allemagne, sous licence américaine et qui n'était vendu qu'à l'OTAN. C'est Boussouf qui a pu le premier infiltrer ce réseau pour obtenir des ANGR C9. Vous pouvez voir les modèles au musée du Moudjahed ici à Alger. L'ANGR C9, c'est un truc portatif. Avant, c'est un équipement radio. À l'intérieur, c'est 80 kilos. Avant, il fallait à chacune bête pour le transporter, plus ce truc d'énergie, de fourniture d'énergie. Elle a un nom, je ne me rappelle plus. Monsieur Trablia, on a commencé par le 1er novembre. Cette émission, on va la terminer par le 1er novembre, au moment où l'Algérie commémore le 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Vous voyez l'état des relations politiques et diplomatiques entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale. En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, qu'observateur assidu de la scène politique, quel regard vous portez sur la relation algéro-française ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des axes d'amélioration ? C'est une relation, au départ,
qui n'était pas très honnête. Il y avait toujours des arrière-pensées derrière. Les Français pensent d'abord à leur intérêt, à l'intérêt de leurs industries, à leur entreprise, l'intérêt de leurs citoyens, etc. Donc, l'Algérie s'est toujours méfiée. Boumedienne était radicalement opposé à toute concession aux Français. Chadli a amélioré un peu les choses en disant que pour satisfaire l'opinion publique en matière de produits de première nécessité ou de produits de seconde nécessité ou d'extrême nécessité, bon, il avait ouvert les portes, etc. Mais cela n'a pas duré parce qu'il y avait toujours un esprit colonial. Et ce n'est pas les présidents de la République qui font la politique française. C'est toujours des lobbies, que ce soit des lobbies politiques, comme le lobby israélien, on le voit en ce moment, soit des lobbies économiques, des grandes banques, qui elles-mêmes, les banques, je ne veux pas dire c'est les juifs parce qu'on va traiter d'antisémites, mais c'est des gens qui sont proches soutiens d'Israël. Donc, ils conservent cet esprit colonial, cet esprit de supériorité, que c'est un peuple. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils disent l'Algérie, le colonialisme a civilisé l'Algérie. Comment tu as civilisé l'Algérie alors que tu avais une population dans le nombre d'enfants alphabétisés à l'époque ne dépassait pas 8%, 8 à 9%. Il est aujourd'hui de 90%. S'il y avait de l'électricité, il n'y avait pas dans les quartiers indigènes. S'il y avait de l'eau, les gens continuaient à aller dans les villages de Kabylie, à aller puiser l'eau dans les sources ou dans les puits, ou bien dans les fontaines publiques, dans les grandes villes. Moi, à Babali, les gens allaient avec leur seau ou leur truc se ravitailler au niveau des trucs publics. Donc tout ça, c'est resté. Et puis actuellement, si à un certain moment les relations étaient un peu, disons, acceptables, et s'est greffé le problème de l'immigration et de la haine, le terrorisme djihadiste, etc. Maintenant, on considère tout musulman comme djihadiste. Il n'y a plus de musulmans, il n'y a que des extrémistes musulmans. Et musulmans, il y en a beaucoup en France qui se comportent de manière laïque, il vit sa religion chez lui, il peut aller à la mosquée le vendredi, c'est pas un homme qui se balade dans la rue avec une barbe et un qamis. Bon, c'est des gens, et pour la grande majorité des Algériens qui vivent en France, leur islamité est une affaire intérieure, discrète. Bon, l'amalgame, vous savez, c'est sur cet amalgame qu'a grossi et a enflé le courant d'extrême droite, raciste. Bon, maintenant, il y a des Français eux-mêmes qui sont en train de dire que sans les immigrés, la France serait détruite au bout de quelques années. Elle perdrait ses médecins, ses travailleurs, ses femmes de ménage, ses restaurateurs, etc. Tout ce monde qui est du lumpenprolétariat, comme on pourrait l'appeler. Tout ça, et qui est là pour construire le développement de cette France. Donc la relation n'a jamais été très saine, et aujourd'hui, il se démarque, il se démasque, et rares sont les personnes politiques qui sont un peu sensées. On trouve quelque part Villepin, on trouve Asselineau, on trouve certaines personnes qui sont raisonnables et qui disent... Alors, vous avez donné votre avis important sur la quasi-rupture algéro-française et votre avis, Dahoud Qabriya, sur la rupture algéro-marocaine. La rupture algéro-marocaine est une rupture historique. Voilà ce que les gens ne comprennent pas beaucoup. Le Maroc, la première grande trahison du Maroc, ça a été contre l'émir Abdelkader. Lorsque les Français ont bombardé Tanger et que l'émir était là-bas chez eux, et que la France l'a forcé
à l'expulser ou à le détruire, il a ressenti un tel ressentiment qu'il a préféré venir se rendre, se rallier aux Français, plutôt que d'être détruit par la cause des Marocains et au Maroc même. Mais les deux pays ne sont-ils pas condamnés à la réconciliation? Certainement, les peuples, il n'y a aucun problème de peuple. C'est un problème d'homme d'État. C'est un problème de dirigeant. Le dirigeant qui a le plus essayé de nuire à l'Algérie, ça a été, je le dis en toute franchise, Hassan II. Les trahisons de Hassan II sont multiples. Bon, ne serait-ce que l'histoire de la fameuse réunion de la Ligue arabe, où il a fourni les renseignements à Israël. Tout le monde sait maintenant qu'Israël avait des relations avec Israël de très longue date. Il est vrai qu'il y avait forte colonie au Maroc. Mohamed VI les a ramenés, il leur a ouvert toutes les portes, il leur a restitué leurs maisons et leurs domaines agricoles aux grandes dames des autorités marocaines. Donc, ils nous ont agressés, même quand ils nous ont aidés au Maroc. Dans mon livre, je le dis, dans les relations avec les pays frères, Al-Fassi disait ouvertement dans ses discours, je l'ai cité dans mon livre, le chef de l'Istiqlal, le parti de l'Istiqlal, si les Algériens veulent qu'on continue à les aider, qu'ils nous remettent Béchar, Adrar et Tindouf. Mais là, ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que le Maroc n'a jamais possédé ces territoires de manière formelle. Il n'a jamais eu de gouverneur il n'a jamais eu une administration. Il avait une tutelle religieuse. Ces pays recevaient les imams, les savants musulmans qui venaient leur expliquer l'islam. Un point à la ligne, ils avaient des commerces, mais ils n'ont jamais eu, comme je l'ai dit, une autorité formelle sur ces États. Et la dernière question d'Ahouad Qablia, c'est concernant la question du Sahara occidental. Avez-vous l'impression aujourd'hui, en tant qu'ancien membre du gouvernement algérien, que les États européens et occidentaux sont en train d'enterrer le droit international concernant la question sahraoui? C'est sûr. Mais je pense que le Polisario a répondu qu'il n'était pas d'accord avec le projet Trump, et l'Algérie aussi. De toute manière, l'Algérie n'accepte de discuter que si dans les résolutions, il est explicitement indiqué qu'il y aura un jour, c'est peut-être pas demain, mais qu'on arrivera finalement à l'organisation d'un référendum d'autodétermination et laisser les Sahraouis choisir leur propre destin, comme le veut le droit international et les orientations et les résolutions de l'ONU. C'est le seul pays en Afrique où la décolonisation n'a pas pu être réalisée totalement. Dahoud Qablia, ancien ministre de l'Intérieur, président de l'Association des anciens du Malg. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et à la semaine prochaine. Inch'Allah.